L'actuel vice-président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a battu avec courte avance 51,8% des voix sa rivale Nkosazana Dlamini-Zuma dans la course à la tête du Congrès national africain, ANC. Sur les 4776 délégués appelés à désigner le nouveau président de l'ANC, 2440 ont donné leur voix à Cyril Ramaphosa, contre 2261 pour sa rivale Nkosazana Dlamini-Zuma. 7 candidats étaient en lice pour succéder à Jacob Zuma à la tête de l'ANC. Avec sa victoire, Cyril Ramaphosa devient automatiquement le candidat de l'ANC aux élections générales prévues en 2019. Ancien protégé de Nelson Mandela, qui en avait même fait son favori pour lui succéder, Cyril Ramaphosa s'était reconverti dans les affaires après la chute du régime de l'apartheid. Après plus de 20 ans d'absence de la vie politique, il est finalement sorti de sa retraite en 2012, avec sa nomination à la vice-présidence. Profitant de l'affaiblissement de Jacob Zuma, alors encerclé par les affaires, il s'est peu à peu affirmé sur la scène nationale, avec pour credo de mettre un terme à la corruption. Une volonté qui lui a attiré les faveurs des milieux d'affaires, écœurés par la gabegie au sommet de l'État. Les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont tenu samedi 16 décembre leur 52e conférence à Abuja, au Nigeria. Une occasion de faire un point sur tous les dossiers en cours dans la région. Ce qu'il faut retenir de ce 52e sommet de la CEDEAO, Jean-Claude Brou, actuellement ministre de l'Industrie et des Mines de Côte d'Ivoire, a été nommé président de la commission de la CEDEAO pour un mandat de 4 ans à compter du 1er mars 2018. Il remplace à ce poste le Béninois Marcel Dessouza. Les situations du Togo, de la Guinée-Bissau, de la Gambie et du Mali ont été examinées. Selon le communiqué final diffusé par la CEDEAO, les chefs d'État ont déploré le faible niveau du taux d'intégration économique après plus de 40 ans d'existence de l'institution. La conférence a exhorté les États à prendre les mesures nécessaires pour le respect des principaux critères de convergence nécessaires à la mise en place d'une union monétaire viable et crédible à partir de 2020. Le 29 novembre 2011, Laurent Gbagbo quittait le goulag de Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, pour être transféré à la prison de Schwenningen, dans les faubourgs de La Haye. Depuis janvier 2016, lui et Charles Blé Goudé sont donc jugés devant la Cour pénale internationale, CPI. Les bourreaux de Laurent Gbagbo, Alassane Dramane Ouattara et son ami Nicolas Sarkozy, ancien président français, pensaient qu'en éloignant de la Côte d'Ivoire, celle-ci allait retrouver la paix. Mais les Ivoiriens, dans leur large majorité, l'attendent toujours pour amorcer avec lui le chemin d'une vraie réconciliation nationale. Sa libération est attendue par plusieurs de ses partisans qui restent encore en exil et bien sûr, cette libération ferait naturellement beaucoup de bien à la Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui à la croisée des chemins malgré les effets d'annonce et les incantations du régime en place à Abidjan. De toutes les façons, la présence de Laurent Gbagbo à La Haye est devenue incompréhensible vu que Fatou Bensouda, la procureure de la CPI et ses collaborateurs ont du mal à trouver des preuves pour justifier les 4 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité. Meurtre, viol, autres actes inhumains et persécution lors de la crise post-électorale ivoirienne de 2011. Après 182 jours d'audience avec 81 témoins à charge sur 138 prévus, 56 ayant disparu dans la nature, le fiasco est total pour Fatou Bensouda et son adjoint Eric McDonald. Alors, comment l'accusation s'est empêtrée dans un dossier vide et une procédure calamiteuse? La réponse se trouve dans les révélations de Mediapart. Ce journal en ligne montre clairement dans un article un courriel envoyé à des responsables français du ministère des Affaires étrangères au Quai d'Orsay. Dans ce courriel,
il était demandé de maintenir Laurent Gbagbo en prison sur ordre de Luis Moreno Ocampo, ancien procureur de la CPI. Ce courrier avait été envoyé le jour même de l'arrestation de Laurent Gbagbo par la force française Licorne. Le mail demandait justement de faire pression pour le garder en prison le temps qu'un pays africain demande son transfert à la CPI. Et tout s'est donc fait dans la précipitation, et les révélations de Mediapart montrent clairement que l'arrestation de Laurent Gbagbo était planifiée dès le départ, avant même que l'institution ne soit saisie dans cette affaire. Le procureur de la CPI n'ayant pas de mandat pour faire une telle requête. Dès lors, on comprend aisément tous les balbutiements des témoins experts qui, pour certains, ont fait preuve d'un amateurisme notoire. On comprend aussi très bien les mensonges du général Philippe Mangou, chef d'état-major pendant la crise post-électorale, l'attitude des témoins à charge, devenus hostiles à l'accusation, et les incohérences dans leur argumentaire. L'affaire a été montée dans la précipitation avec des chefs d'accusation génériques préenregistrés dans le statut de Rome. Et c'est donc normal que Fatou Bensouda, procureur de la CPI, devenu invisible depuis belle lurette dans cette salle d'audience, et son adjoint Éric McDonald ont du mal à trouver des preuves contre Laurent Gbagbo et par conséquent contre Charles Blé Goudé. Ils sont à la CPI pour les mêmes raisons et leur procès traîne en longueur. Le 7 décembre dernier, contre toute attente, le juge-président, le magistrat italien Cuno Jacob Tarfusser, renvoyait la suite de ce procès au 17 janvier 2018, avec certainement le dernier témoignage de l'accusation. Ensuite viendront les représentants des victimes pro-Ouattara. La précision ici est de taille dans ce procès où un seul camp est visé, le camp de Laurent Gbagbo, qui a défendu à juste titre les institutions de la République de Côte d'Ivoire avec une armée régulière et professionnelle dont les principaux responsables ont lavé de tout soupçon de plans communs et d'autres charges, Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Selon des sources concordantes et dignes de foi, ce dernier pourrait normalement bénéficier d'une liberté provisoire en janvier 2018. Marie-Madeleine Diabaté était en conférence avec un collectif de partis politiques et de la société civile guinéen le dimanche 17 décembre dernier dans le 12e arrondissement de Paris. La thématique était « État des lieux et perspectives en Guinée ». Ont pris successivement la parole M. Condé Souleymane, Fatiga Sounassi, Touré Aliou et comme modérateur Bangoura Mohamed Banks. Celle qui a créé la surprise en se présentant la dernière élection présidentielle d'octobre 2015 en Guinée, sous la bannière des écologistes de Guinée, PEG, n'est pas allée de la même ordre pour fustiger le régime d'Alpha Condé et son parti, le RPG. Elle vient de jeter un pavé dans la mare de la politique guinéenne, avec son article 40 plus 7 égale 0, un regard sans pitié ni complaisance sur la politique du président guinéen Alpha Condé. Née à Cancan à la fin des années 60, Marie-Madeleine Diabaté est la fille d'un membre fondateur du Rassemblement du peuple de Guinée, RPG, et d'une mère française. Diplômée en commerce, elle est spécialisée dans la gestion. Active dans le secteur agricole et minier depuis plusieurs années en Guinée, elle a aussi exercé comme consultante, lobbyiste et leader associatif œuvrant dans l'humanitaire, puis entrepreneur. Marie-Madeleine Diabaté dit avoir pris le temps de réfléchir avant de descendre dans l'arène politique. Je ne suis pas une politicienne, je suis une technicienne et je représente une nouvelle génération qui vient avec des idées. Je veux donner quelque chose à mon pays, je suis venu pour des projets concrets. L'Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose APIPD et ses partenaires ont convié le grand public à la 19e édition de l'Arbre de Noël des enfants drépanocytaires et de leurs copains bien portants. C'était le samedi 16 décembre dernier à la Bourse du Travail de Saint-Denis en région parisienne. Au programme, spectacles, danse, magie, chants, contes, des invités surprises et de nombreux cadeaux pour les enfants. Des policiers en uniforme et en civil, toutes brigades confondues, ont marqué leur présence en remettant aussi des cadeaux aux enfants. Jenny Hippocrate Fixi, présidente de l'association APIPD,
Le parrain de cette édition 2017, le présentateur télé Sébastien Follin et d'autres invités tels que Jean-Jacques Seymour et d'autres célébrités ont partagé le goûter et ont fait des photos avec les enfants en présence du Père Noël qui a procédé à la remise des cadeaux. Notons que cette association compte en son sein 490 enfants drépanocytaires et une cinquantaine d'enfants non malades qui partagent des moments fort agréables autour de cette manifestation qu'organise chaque année l'APIPD avec ses 162 bénévoles. Félicité et Nathalie Zoré, les filles des Sayoua, ont célébré leurs 20 ans de carrière musicale le samedi 16 décembre 2017 au Palais de Congrès de Montreuil. La soirée était placée sous le parrainage de Niki Labaronne et Yakou Brias, avec la participation musicale de plusieurs artistes de renom ivoiriens et la présence de Justin Stanislas et Benny Bézi, invités spéciaux. 20 ans de carrière, ça se fête. En s'engageant en 1997 avec l'album Badra Koko, de 8 titres, la chansonnière Nathalie Zoré et sa cadette, ancienne danseuse Félicité Zoré, ne savaient pas qu'elles prenaient ainsi rendez-vous avec leur destin pour devenir des artistes professionnels et confirmés de la musique ivoirienne. Baptisées les filles des Sayoua en hommage à leur village maternel, ces originaires du département d'Issia, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, s'étaient très tôt imposées dans le paysage musical tradit moderne du terroir BT. Elles vont confirmer leur professionnalisme en l'an 2000 avec un album de 10 titres, Zéré. Un an après la sortie de cet album, elles choisissent de donner une nouvelle dimension à leur carrière en s'envolant pour la France où elles s'établissent et finissent par s'imposer très tôt comme le groupe tradit moderne le plus sollicité dans les soirées ivoiriennes. Une fois encore, elles n'ont pas failli à leur réputation avec ce public venu massivement pour les soutenir au Palais de Congrès de Montreuil en région parisienne. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.